Voilà de retour pour la dernière séquence. On va tout de suite donner la parole à Stéphane Costa, qui n'est pas Sophie Madeleine, contrairement à ce qu'il s'affiche sur nos écrans. Donc on va donner la parole à Stéphane Costa pour la conclusion du président du conseil scientifique, du conseil d'orientation scientifique du GIPROL. Et on va vous donner la parole tout de suite parce que vous me disiez à l'instant que vous avez cours. Vous devez donner un cours dans 11 minutes. Exactement, merci. Je vais faire bref parce que effectivement il y a cours, mais pour laisser aussi la place à des échanges éventuellement avec Julie. Bien évidemment, je voudrais remercier le rôle pour cette organisation hein, sans faille, manifestement. Donc merci pour cette nouvelle organisation. Vous remerciez aussi Monsieur Fresco parce que vous avez grandement participé à la fluidité de ce séminaire. Et puis surtout aussi remercier les communicantes et les communicants, parce qu'on a eu des interventions extrêmement intéressantes qui apportaient des éléments nouveaux dans la réflexion. Et là, on vient de terminer avec le partage d'informations et de vécu avec les élus. C'était extrêmement, là aussi, intéressant. Je crois que, bien évidemment, tous les élus ne sont pas convaincus, aussi convaincus que les trois que l'on vient de voir là à l'instant, mais il n'en demeure pas moins qu'on sent bien que sur le terrain, on est passé finalement d'une situation où tout le monde disait, notamment les élus, c'est pas possible, à aujourd'hui, comment on fait. Et donc, c'est un pas qui est absolument énorme. Je crois qu'il y a de moins en moins de déni et de fantasmes. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant et stimulant pour nous. Alors, bien évidemment, ce passage de c'est pas possible à comment on fait, eh ben, il vient aussi de ces informations historiques qui ont été distillées par beaucoup. Alors, certes, des établissements publics, des universitaires, les services de l'État, on en parle souvent, mais eux aussi œuvrent beaucoup en la matière. Et finalement, ce partage de culture nous fait progresser dans les mentalités, dans la nécessité de gérer autrement nos dynamiques côtières. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'évoquais qu'il ne fallait pas être dogmatique, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer de 70 ans d'ingénierie salvatrice où on mettait du dur sur le littoral, il y avait que ça qui pouvait nous sauver, à aujourd'hui que de l'environnement. Il y a des endroits où les enjeux seront tellement importants qu'on peut imaginer mettre en place des ouvrages de défense contre la mer momentanée en dur. Encore faut-il que ça ne nuise pas à l'avenir. Et ces ouvrages, par contre, doivent être mis en place avec finalement un message clair qui consiste à dire on met des ouvrages, on se protège parce qu'il y a crise, mais on se donne du temps pour organiser le repli parce que malheureusement, le changement climatique et l'élévation du niveau des mers vont nous amener à malheureusement nous replier dans de nombreux endroits. Donc l'histoire absolument nécessaire pour comprendre le présent et puis se projeter dans l'avenir, ça a été un peu le filigrane de la journée. Et puis je dirais qu'il y a quelques mots-clés qui étaient absolument intéressants autour de la variabilité climatique, hein, qui a été évoquée par les auteurs ce matin sur la nécessité d'éviter ces ruptures mémorielles qu'évoquait Emmanuel Garnier. C'est extrêmement intéressant sur les notions d'imprévisibilité finalement des dégâts potentiels pour des raisons d'effet de site, sur l'acceptation de ces aléas qui est encore dans ses balbutiements. Et donc, finalement, on a eu affaire aujourd'hui à des orateurs qui nous ont apporté énormément d'éléments pour continuer notre réflexion sur l'appropriation de la connaissance au service des politiques publiques et de l'évolution de nos littorales. Merci Stéphane. Moi, je ne sais pas si vous partagez ça, parce que ce qui m'a frappé, c'est le caractère extrêmement pluridisciplinaire. C'est fou la quantité de gens qui s'intéressent aux tempêtes et la quantité de disciplines qui sont concernées par cette thématique. On a parlé tout au long de la journée, on a parlé sédimentologie, on a parlé météorologie, on a parlé réalité virtuelle, on a parlé climatologie, hydrologie, géographie, histoire. On aurait pu, on a bien vu au passage que on s'est dit, on aurait pu parler, on aurait pu faire intervenir des juristes, on aurait pu faire intervenir des sociologues, voire des psychologues. C'est vous, je crois, Stéphane, qui parliez ce matin d'aérophobie. Comment ça se soigne l'aérophobie? Est-ce qu'on fait intervenir des psys? Voilà, on aurait pu
faire intervenir aussi des politologues. Bref, c'est extraordinaire la variété de regards, d'approches qu'on peut porter sur cette question. Et ce qui était l'intérêt, me semble-t-il, de cette journée, c'est le croisement entre toutes ces disciplines. C'est cette interdisciplinarité qui s'est un peu tissée tout au long de la journée, et on voit que c'est dans ces interstices, dans ces croisements entre les apports de chacune des disciplines, entre l'historien et la sédimentologue, par exemple, voilà, que naissent des savoirs, que naît une connaissance. Et donc, il me semble qu'à l'issue de cette journée, on peut appeler de nos voeux une plus grande part d'interdisciplinarité dans ce travail autour des tempêtes en particulier, mais aussi plus largement des évolutions littorales. Et puis, cette question de l'interdisciplinarité pose la question aussi des moyens qu'on affecte à la fois à chacune de ces disciplines et à la fois à la mise en commun. Donc, travailler ensemble, c'est aussi travailler. Donc, ça nécessite aussi des moyens. Donc, les moyens de l'interdisciplinarité et la garantie de ces moyens dans la durée, parce qu'on a vu aussi, on a appris aussi que on est en permanence guetté par l'amnésie collective, et que donc faire intervenir dans les choix d'affectation de moyens qui sont souvent des choix de court terme, les préoccupations du long terme, c'est une nécessité qui apparaît sur notre thématique là, mais qui rejoint les nécessités qui se révèlent dans d'autres thématiques plus largement, mais principalement quand on parle d'urgence climatique, d'urgence de biodiversité, etc. Voilà, je ne sais pas, Stéphane, si vous voulez rajouter un mot ou si vous estimez que vous avez tout dit et que vous devez maintenant à vos étudiants. Non, tout n'est pas dit. Beaucoup de choses restent à approfondir. Mais vous avez raison. À partir du moment où on travaille sur des thématiques, et c'est un peu la philosophie du rôle, de travailler sur des thématiques entre nature et société, on est véritablement dans un système. C'est-à-dire que notre environnement, notre territoire est constitué de différents éléments qui constituent un système, et tous ces éléments sont en interrelation. Donc, pour comprendre l'avenir de nos espaces et de notre territoire, eh bien, il faut effectivement des sédimentologues, des géographes, des historiens, des psychologues, des politiques, parce que c'est aussi qui en partie emmène tout le monde. Il faut du juridique. Donc, vous voyez bien qu'effectivement, la transdisciplinarité est indispensable pour la gestion des territoires. Et il faudra peut-être aussi des artistes, des philosophes, etc. Ça, Mais c'est bien peut-être sûr, la prochaine étape. Et c'est bien une sûr. suggestion à Julie pour le prochain séminaire. Oh là, elle n'a pas aimé. Pour le prochain séminaire. Julie, c'est à vous pour le mot de la fin. Oui, ben, justement, un mot de la fin assez classique. Moi aussi, je tiens vraiment à remercier les intervenants pour leur mobilisation, puisque c'est vrai que le jour J du séminaire, c'est la partie que l'on voit de l'iceberg, mais finalement, il y a aussi tout ce temps de préparation nécessaire en amont. Remerciements aussi au comité d'orientation scientifique et technique et son président Stéphane Costa pour l'organisation de cet événement. À l'Assemblée générale aussi du GIP, qui nous a fait encore une fois confiance pour décliner la thématique de cette journée et le format du séminaire, certes qui est un petit peu moins convivial qu'une séance en présentiel, mais qui manifestement a l'avantage de rassembler beaucoup de participants. Donc, comme je l'évoquais ce matin, je n'avais que les chiffres concernant les inscriptions, plus de 300 inscrits, et puis sur chaque live, en moyenne, 180 participants sur chaque live. Donc, voilà, un taux de mobilisation intéressant. Je voulais aussi vous remercier, Jean-Jacques, et votre agence Nature pour la qualité de l'animation de la journée et puis toute la préparation en amont de l'événement. Donc, pour la suite, comme l'an passé, on va proposer des actes qui seront en format dématérialisé, qui seront disponibles depuis notre site internet www.rolnhdf.fr. Incluant Vous pouvez la refaire? Non, je ne suis pas sûre, je ne pense pas. D'accord. Merci Maëlys, elle l'a mis dans le chat. Donc vous allez retrouver les
interventions, les supports qui ont été diffusés, et puis un résumé des temps forts, des échanges, mais aussi du chat et notamment des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre en live, mais on le fera très rapidement. D'ici le début d'année, vous pourrez retrouver les actes sur nos médias. Et puis un grand merci à tous les participants qui ont eu la patience de rester avec nous tout au long de cette journée. Merci à tous, à bientôt. Bonsoir à tous et on va.